Bonjour les pandas. Alors aujourd'hui on va voir une vidéo que je vais vous faire depuis très longtemps. Cette particularité insolite des dauphins. Alors on commence tout de suite avec la première anecdote. Alors il faut savoir que les dauphins utilisent des noms et des prénoms. Ça ne paraît pas si exceptionnel que ça à première vue, mais croyez-moi, c'est exceptionnel dans le monde animal. Ce nom est composé de 3 parties. Premièrement, le nom du groupe du dauphin, le nom de la mère du dauphin, et troisièmement, le nom personnel du dauphin. Et là où c'est impressionnant, c'est qu'on pensait jusqu'ici que se donner des noms était le propre de l'homme. Et si les dauphins se donnent des noms, c'est une des nombreuses preuves que leur société, qui je vous rappelle les dauphins vivent dans des petits groupes de dauphins qu'on appelle des pods, est super bien organisée. Et ça, c'est une vraie preuve de l'intelligence des dauphins, ça. Bon, je sais, j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo sur les orques. Bon, on a vu qu'au niveau de la communication, les dauphins ils sont plutôt balèzes. D'ailleurs, leur sens le plus développé, c'est sûrement lui. Et ils peuvent entendre des sons allant de 50 Hz, donc 50 vibrations par seconde, à 157 000 Hz, donc 157 000 vibrations par seconde. Pour faire une petite comparaison, pour l'homme, c'est de 20 à 20 000 Hz. Donc on n'est pas tout à fait sur le même niveau. Mais savez-vous qu'ils pratiquent également l'écholocation ? Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'écholocation, ce qui est normal si vous n'avez jamais fait de cétologie, c'est un mode de repérage et de visualisation de l'environnement qu'utilisent certains animaux dont les chauves-souris et les dauphins pour attraper des proies et éviter les obstacles dans leur environnement. Chez certaines espèces, le sens est carrément plus développé que lui. Je pense notamment aux dauphins de Chine avant sa disparition et aux dauphins globicéphales. Mais là, vous vous demandez sûrement comment ça fonctionne. Vu que sur cette chaîne on fait aussi de l'électronique, on va faire un petit parallèle avec l'électronique. En gros, l'écholocation fonctionne comme un capteur à ultrasons. Les dauphins émettent des ondes sonores, perceptibles ou non par l'oreille humaine. Celles-ci sont renvoyées lorsqu'elles heurtent un obstacle ou une proie, puis sont enregistrées et visualisées par le cerveau du dauphin, lui fournissant ainsi une image en 3 dimensions de son environnement. Et c'est pour ça que quand les sonars super puissants de certains bateaux émettent des sons de trop forte amplitude et de haute fréquence, il se peut que les dauphins n'arrivent plus à se repérer. C'est ce qui arrive de temps en temps en Nouvelle-Zélande, où des dauphins globicéphales s'échouent par dizaines sur les plages. Bon, vous avez sûrement déjà vu des images de dauphins ou d'orques fonçant à toute allure dans la mer et sautant à plusieurs mètres de hauteur. Vous vous êtes sûrement déjà dit que ces dauphins étaient doués d'une très grande force. D'un côté, vous n'avez pas tout à fait tort. Mais si les dauphins et les orques sont très rapides, d'ailleurs les orques peuvent aller jusqu'à 50 km/h, c'est surtout car elles convertissent mieux l'énergie de leur corps. Faisons un peu de physique. L'eau, tout comme l'air, est un fluide et exerce une contrainte sur les objets qui se déplacent à l'intérieur. Et la forme de l'objet peut influencer la contrainte que le fluide émet sur l'objet. La meilleure forme pour limiter la contrainte d'un fluide sur un objet, vous la connaissez sûrement. C'est la fameuse forme d'aile d'avion, et si vous regardez bien la forme du corps du dauphin, elle se rapproche beaucoup de cette forme arrondie. Pour expliquer ce corps aérodynamique, on peut supposer que ce soit encore le fruit de la sélection naturelle et que ce se soit répandu au fil des générations. Bon, là on va parler quand même d'un truc très bizarre. Un truc vrai, je vous rassure, mais beaucoup plus bizarre et insolite que ce qu'on a vu auparavant. Suite aux récentes découvertes sur les dauphins, dont je vous en ai partagé un peu avant, l'Inde a reconnu les dauphins comme des individus non humains, comme des citoyens. Donc un dauphin a les mêmes droits qu'un être humain, donc le droit de ne pas se faire massacrer ou encore d'être enfermé dans un delphinarium. Marineland, c'est pour toi. Et du coup, ça veut dire qu'en Inde, les dauphins ont les mêmes droits qu'un citoyen normal. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent commander un Starbucks, ça m'étonnerait que ça arrive un jour. Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent voter ? Maintenant, nous allons remonter aux origines du dauphin, voir ses premiers ancêtres. Et pour ça, nous allons faire un bond il y a 60 millions d'années. Car le dauphin n'a pas toujours ressemblé à ça. Il y a 60 millions d'années, l'ancêtre du dauphin était nommé le Mésonyx. Il ressemblait à une espèce de sorte de chien avec des poils et vivait sur la terre ferme, au bon milieu des dinosaures. Mais il était attaqué par des grands prédateurs et il aurait été repoussé jusqu'à la mer. Mais il y a 65 millions d'années, les dinosaures disparaissent. On suppose que c'est à cause d'une gigantesque météorite qui a bien défoncé l'atmosphère et ainsi qu'une intensification de l'activité des volcans qui ne les aurait pas aidés non plus.
Et du coup, le Mésonyx, qui lui avait fui les grands prédateurs pour aller vers la mer, était protégé par l'eau et continue de se développer. Et il évolue petit à petit. Et tout ce qui ralentit sa progression dans l'eau disparaît. Les organes comme les mamelles ou les oreilles rentrent à l'intérieur du corps. Le pelage tombe et les membres arrière disparaissent. Les pattes avant s'atrophient et se transforment en nageoires. Le corps s'allonge et une nageoire caudale et une nageoire dorsale apparaissent. D'ailleurs, une des traces de ce passé terrestre est son mode de respiration aérien similaire à celui des hommes. Donc les dauphins ont besoin quotidiennement de respirer. Comme autre trace, il y a l'anatomie de ces nageoires pectorales, qui est composée comme celle de l'homme, d'une omoplate, d'un radius, humérus, cubitus et des phalanges, un peu comme votre main et vos doigts. Ces dernières années, les découvertes montrant l'intelligence de certains animaux se sont multipliées et ont parfois donné des résultats d'expériences assez incroyables. Et parmi les plus intéressantes expériences menées pour en savoir plus sur un de mes sujets préférés, il y a le test du miroir. Alors, le test du miroir, c'est un moyen d'estimer la reconnaissance de son corps et la conscience de soi, qui est développé par l'américain Gordon Guideloup. Il a un nom un peu bizarre, mais on s'en fout. Pourtant, les années 70. Dans cette expérience, on plaçait des animaux devant un miroir, tout en dessinant une marque sur la tête de l'animal, qui ne produisait pas d'odeur. Si l'animal en question réagit en montrant qu'il reconnaît la marque ou en essayant de la toucher, c'est qu'il possède une conscience de lui-même. A l'inverse, s'il devient agressif et réagit comme s'il était en face d'un autre animal, c'est qu'il n'a pas conscience de lui-même. Alors il y a un petit problème avec cette expérience. C'est juste qu'il se peut que les animaux regardent la marque sur leur tête, mais qu'ils aient l'impression que dans le miroir quelque chose les fixe, et donc ils prennent ça pour un signe d'agressivité sans prendre le temps de vérifier que c'est bien lui. Et donc il se peut qu'il ait conscience de soi, mais qu'on n'ait pas pu s'en rendre compte. Mais dans tous les cas, les animaux qui ont réussi ce test, on est sûr qu'ils ont bien conscience d'eux-mêmes. Parmi ceux qui ont réussi ce test, il y a les bonobos, les chimpanzés, les dauphins, les éléphants d'Asie et les humains de plus de 18 mois. Oui, parce que les hommes sont des animaux. Les orang-outans, les orques. Parmi les oiseaux qui ont réussi ce test, il y a les corbeaux, la pie bavarde et les perroquets gris du Gabon. Là, vous allez sûrement dire que ce que je vous dis, c'est faux. Que j'ai trouvé une info moisie complètement fausse sur un site à la noix. Et pourtant, c'est vrai. Le premier traducteur entre dauphin et humain a peut-être déjà fonctionné. En effet, la biologiste américaine Denise Erdős, je ne sais pas si je prononce bien, travaille depuis 25 ans sur la mise en place d'un ordinateur capable de traduire les sifflements des dauphins en sons humains. Bien qu'il reste encore très basique, il a repéré un mot dauphin pour sargasse autour d'une conversation. Fin août 2013, elle a retrouvé le groupe de dauphins qu'elle suit depuis 25 ans, avec elle chatte pour Cetacean Hearing and Telemetry. L'ordinateur spécialement conçu pour tenter de décrypter le langage des cétacés. En plein jeu, le traducteur s'active pour la première fois et reconnaît le son que le scientifique avait tenté d'enseigner à ses camarades à nageoire. En réponse, il transmet aux oreilles de la chercheuse la signification de ce qu'il a tout juste capté. Elle entend alors sa propre voix enregistrée prononcer le mot « sargasse ». Cette nouvelle semble exceptionnelle, mais il faut quand même rester prudent avec cette expérience. Tout d'abord car il n'y a eu qu'une seule observation, et que la répétition d'un phénomène constitue un paramètre indispensable en science pour affirmer qu'une observation n'est pas due au hasard. D'autre part, car le sifflement émis diffère très légèrement de l'original. Il y a une structure identique, mais la fréquence est plus élevée. Mais je pense que c'est plus dû au sifflement des dauphins qu'au fait que les dauphins n'aient pas compris du tout. Ce système marche plutôt bien, même si les dauphins galèrent un peu à imiter les sons du traducteur. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si j'ai fait des erreurs, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous doutez d'un truc, vous pouvez checker les sources que j'ai mis dans la description. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.